On passe à la suite de la semaine dans le monde et on va revenir sur le troisième et dernier débat de la présidentielle américaine. C'était cette semaine. Donald Trump s'est montré plus calme que lors des 2 débats précédents. Est-ce qu'il est trop tard pour renverser la situation ? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'Hillary Clinton était assez d'accord. Voilà, elle y allait pour le principe. Non, parce que je crois qu'il a raté le coche. Comme on dit. Il est, même si le dernier débat, il était plus calme, il se partage des réflexions d'enfants gâtés, trépignant toujours et proférant des ça, c'est ce que dit ça, c'est ce que dit Barack Obama. Arrête de pleurer. Pleurnicher, c'est pire. De pleurnicher. Il a un petit peu parfois des mimiques d'enfants gâtés, quoi. Voilà, lorsqu'il est contrarié, en dehors de cela, je crois qu'il s'est mis à dos les femmes, c'est d'une grande partie de l'électorat. C'est une grande partie de la population, quand même. Alors, justement, voilà. sur le fait de s'être mis les femmes à dos, il a sorti une phrase qui restera, je pense. Hillary Clinton est une nasty woman. C'est une méchante femme et c'est devenu un mème sur Internet. Parce que, en plus, c'est bizarre, quoi, nasty woman, méchante femme. On a l'impression que ça fait mot d'enfant. Moi, ce qui me fascine, c'est que, à mon avis, il est cuit, mais il est cuit maintenant. C'est-à-dire que on voit même que quand on regarde les cartes électorales, elle est même en train de gagner du terrain sur des États qui étaient entre les deux. Elle risque même de faire un score sur des terres conservatrices parce qu'il y a des gens qui disent c'est pas possible. Mais il va y avoir quand même, je ne sais pas combien de dizaines de millions d'Américains, c'est ça qui me travaille, qui vont voter pour ce type, qui le défendent mordicus, y compris sur les femmes, y compris sur les horreurs qu'il a dit sur les émigrés, y compris sur les Mexicains racistes, y compris sur faut fermer les frontières, y compris sur Barack Hussein Obama, c'est un musulman déguisé, et il est même pas né aux États-Unis. Tout ça, c'est quand même des dizaines de millions d'Américains qui vont exister demain. Ce monsieur, il paraît que son gendre, ou je sais pas qui, veut faire une télé qui s'appelle Trump TV, donc on va être abreuvé de ce truc qui est au-delà de Fox News, qui est au-delà de la droite déjà bien réac qu'on avait à souffrir. Et je pense que ce qui se passe aux États-Unis aura forcément un impact sur une présidence Clinton, mais aussi sur l'Europe, sur tout le système. Ces conservatismes qui sont plus que ça, du populisme et de la xénophobie. On le voit par exemple en Angleterre, on dit populiste parce qu'on est gentil, mais la réalité c'est que c'est purement xénophobe. On a fait rentrer 5 enfants hier en Angleterre pour les rassembler avec leur famille. Déchaînement de xénophobie sur les tabloïds, sur la droite réactionnaire. Donc c'est juste pas possible et ils vont avoir droit de citer parce que des types comme lui, qui ont un peu d'argent, du flair, un talent de showman, l'exploitent. Et voilà, on va se retrouver avec un type qui pèse, malgré tout, 40% de l'Amérique, et ça se traduira d'une manière ou d'une autre dans la réalité politique. Et une division au sein du Parti républicain. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec Ziad, et je pense que le problème, il est, que Hillary Clinton va avoir une tâche quand même très difficile, parce qu'elle va être élue face à une Amérique qui va croire, une partie de l'Amérique va croire qu'on lui a volé son élection. Le fait qu'il dise qu'il refuse d'accepter par avance le verdict des urnes. Sauf s'il gagne. Sauf s'il gagne, absolument. C'était cette phrase extraordinaire. Ça quand même fragilise énormément le fonctionnement du système. Et on sait qu'aux États-Unis, le rejet de l'establishment de Washington, de l'élite, etc., est déjà très fortement ancré. Là, il va être chez 40% minimum de l'électorat. Il va être une donnée avec laquelle il va falloir composer. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, ce que ça révèle de la cassure de l'opinion dans les pays occidentaux aujourd'hui, parce que ce qui se passe avec Trump se passe également avec le Brexit, et qu'on retrouve sous des formes, avec des composantes nationales, mais sous des formes relativement similaires, dans une bonne partie de l'Europe aujourd'hui. Et ça, c'est quand même une donnée très importante, et à la limite, c'est à prendre en compte aussi dans l'analyse, par exemple, de l'histoire du traité entre la Wallonie et le Canada. C'est-à-dire ce rejet de la globalisation, cette méfiance vis-à-vis d'une certaine repli sur soi généralisé. Une certaine gouvernance internationale et nationale. Il y a une partie de la population qui dit stop. Et là,
nos dirigeants actuels ne savent pas y répondre. Alors on va revenir justement peut-être avec un dessin aussi qui rappelle, qui fait le lien entre les agressions sexuelles dont a été accusé Donald Trump et puis aussi sur ce refus, cette annonce d'un refus possible des résultats de l'élection. Montrez-nous ça. Oui. Alors, c'est un dessin des Vado, dessinateurs belges. Donc voilà, on a la stratégie de Trump pour les élections et aussi pour les femmes. S'il est battu, Donald Trump reconnaîtra-t-il sa défaite? Et voilà la réponse. Une élection, c'est comme une femme. Si elle me dit non, j'insiste. Donc, mais c'est humoristique et en même temps, c'est vachement inquiétant parce qu'il va insister, il va créer ses médias, il va rester dans le paysage politique. Il n'est pas venu pour en partir du paysage politique américain. Oui, mais est-ce que les Américains également ne sont pas également légalistes? Est-ce qu'ils sont assez conservateurs de ce côté-là aussi? Donc, lorsque l'élection sera terminée, il pourra toujours crier, contester, si vous voulez. Il est impossible aux États-Unis, évidemment, le nombre d'États, le nombre de bureaux de vote, de tricher. Donc, il ne pourra pas argumenter de manière sérieuse. En faisant ça, il a donné un boulevard au Parti démocrate pour dire, voilà, c'est un homme dangereux qui ne respecte pas les lois. Oui, mais la question, c'est de savoir qui va récupérer ce qu'il a semé, parce que c'est pas forcément lui. Même s'il crée sa chaîne de télé conservatrice, je pense que c'est d'abord un business sur lequel il va prospérer pendant les prochaines années et pas tellement. Je veux dire, c'est pas Che Guevara, Donald Trump, et il n'est pas en train de diriger la révolution conservatrice aux États-Unis. En revanche, ce qu'il a exprimé pendant la campagne et ce qui s'exprime dans ce vote va rester. Et la question, c'est de savoir qui va récupérer ça. Quelle est la force politique? Quels sont les leaders? On ne le sait pas encore. Peut-être le Tea Party est trop modéré pour Donald Trump? Le Tea Party a perdu la bataille des primaires et n'a pas su incarner ce mécontentement-là. Vous avez la droite religieuse, vous avez sans doute des populistes qu'on ignore encore, mais qui peuvent émerger. Ce courant de pensée-là, il ne va pas disparaître. Il ne va pas rentrer dans la bouteille. Le génie ne va pas rentrer dans la bouteille aux États-Unis. Alors, tout à l'heure, on parlait de Donald Trump et de son attitude enfantine. On a un autre dessin qui le montre. Oui, alors j'ai deux dessins justement de deux dessinateurs américains. Le premier, celui que vous aviez à l'écran, des Ed Hall, dessinateur américain. Et là, on voit le petit Donald Trump très fâché qui donne un coup de pied, voit balayer l'échiquier politique aussi, et qui s'exclame devant cette fillette qu'on pourrait aussi imaginer que c'est Hillary Clinton, une petite fille. C'est truqué, et s'exclame-t-il. Et cet autre dessin des Moran, dessinateur aussi américain, un dessin publié dans Moran Toons Syndicate. Et là, on voit le petit méchant garçon Donald Trump qui tire la langue avec son petit ballon et ses baskets, qui vient de faire tomber son pupitre. Et devant lui, on voit cette Hillary Clinton qui est complètement imperturbable. Et là, c'est lui qui est nasty, c'est pas elle. Mais du coup, on oublie qu'il y a quand même une part de l'histoire qui se fait aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir un président femme... Enfin, je sais, il peut toujours se passer quelque chose entre maintenant et les élections, mais... En tout cas, les sondages prédisent la première présidente des États-Unis. Les États-Unis est leur première présidente, ce qui est quand même... ce qui serait quand même dans la séquence historique intéressante, parce qu'après avoir eu le premier président... noir, j'aime pas beaucoup le mot, mais disons, d'Amérique, ils vont avoir une femme. Et je trouve mais que c'est pour un peu dommage comme accouchement. Non, mais les accouchements sont jamais très faciles. Mais ce que je veux dire, c'est aussi un pays qui est binôme dans ses messages. C'est-à-dire qu'on a à la fois Donald Trump, on a à la fois les problèmes de la police, du racisme, et puis on a on a aussi des messages très positifs et c'est quand même enfin, une femme peut gagner parce qu'il y a un fou en face. Non, je pense qu'elle aurait pu gagner. D'abord, oui, enfin là, vous réduisez ma pensée quand même, faut pas exagérer. D'abord, Hillary, elle s'est imposée à son parti. Elle s'est imposée, ça fait 25 ans qu'elle rêve de ça, en se regardant dans la glace le matin. Il y avait une remarquable série chez nos confrères du Monde, un portrait en 3 étapes, où on voit quand même comment elle est allée à ça. Mais il faut aussi que la démocratie dans laquelle on a cette ambition adhère. Il faut que les gens suivent, et les gens la suivent. Donc, même s'ils ne l'aiment pas, même si c'est l'establishment, il va y avoir probablement une femme présidente des États-Unis, ce qui est une grande avancée, quel que soit X. Et il faut ajouter qu'il y aura des femmes à la tête de 3 des grands pays de ce monde, avec Theresa May en Grande-Bretagne et Angela Merkel en Allemagne. Parce que l'Angleterre est encore un des 3 grands pays de ce monde, je ne sais pas, mais disons 3 grandes démocraties. Mais c'est 3 des grands pays. Un des pivots de l'Europe, en tout cas.
On va se laisser un petit peu de temps pour rappeler quand même, après j'arrête, oui. Il y a eu des cas de chefs d'État, chefs de gouvernement femmes qui étaient hors du monde occidental. Il y en a même eu avant, en Inde, au Pakistan, etc. Mais disons que chez nous, c'est plus rare, et aux États-Unis, c'est jamais arrivé. Et en France, ce n'est jamais arrivé. Bientôt. On va se laisser un petit peu de temps pour parler de la colère des policiers français. Ils sont des centaines à avoir manifesté 4 nuits de suite pour obtenir plus de moyens et de la considération. Ils en manquent beaucoup. François Hollande a annoncé qu'il les recevrait en début de semaine prochaine pour entendre leurs doléances. On a beaucoup entendu ces derniers temps que c'était lié à la mobilisation importante qu'on leur a demandé suite aux menaces terroristes sur la France. Mais le malaise, au fond, de la police française, il est bien plus profond que ça. Sincèrement, je crois qu'il y a... je n'ai pas l'impression qu'ils demandent des heures sup ou des augmentations de salaire. Je crois qu'il y a un avant-après Châtillon, si vous voulez, les cocktails Molotov. Viry-Châtillon, où des policiers ont été visés par des cocktails Molotov. Qui flambent avec des gens qui empêchent les policiers de sortir. Là, on a quand même franchi un pas extrêmement grave. Et donc, je crois que c'est ça qui a fait basculer, j'allais dire, la contestation. Là, il demande quoi? Je crois qu'il se pose en creux le problème de la légitime défense, leur légitime défense. Se pose en creux, est-ce que le crescendo de ce genre d'attitude, c'est-à-dire est-ce que maintenant, la fameuse zone de non-droit ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas des zones où les policiers ne pénètrent peu ou avec la crainte en tout cas. Donc voilà, ça ouvre la porte à beaucoup de contestations de leur part qui ne sont pas, si vous voulez, cantonnées à plus de matériel et plus de salaire ou plus de... Voilà, c'est un problème je crois entre la crainte, la peur, je crois qu'ils ont peur également. Oui. Et voilà, donc c'est compliqué comme affaire. Mais il y a quand même un phénomène de la forme, c'est-à-dire que les policiers sont syndiqués, ils ont des syndicats. Donc s'ils ont des revendications, des craintes, etc., ils peuvent les exprimer. En plus, c'est le corps de la fonction publique le plus syndiqué. Ils sont à 49% de syndication. Mais là, les syndicats sont intervenus après. Mais les syndicats ne sont pas dans ce coup-là. C'est un mouvement spontané. Et moi, j'y vois aussi le reflet de la faiblesse de l'exécutif. Je pense que le défier le pouvoir de cette manière, tous les soirs, des manifestations, il y en a encore une prévue ce soir à Paris, c'est quand même le signe que l'exécutif n'est pas aujourd'hui dans une position de rapport de force avec ses propres forces de l'ordre. Et ça, à 6 mois des élections, dans l'état de faiblesse de François Hollande et du gouvernement, c'est une question politique qui est ouverte et mise sur la place publique. Et ça, c'est assez grave. Mais à propos des syndicats, traditionnellement, le ministère de l'Intérieur co-gère avec les syndicats la gestion du corps policier. Enfin, c'est de droite comme de gauche. Oui. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas simplement d'effectifs et de moyens, et de voitures et de... Voilà, etc. tout à fait. Donc là, les syndicats sont vraiment dépassés et ils ne peuvent pas gérer l'affaire. L'affaiblissement de l'État, je pense que c'est une vraie question. Et puis, je trouve aussi... que tous les partis politiques devraient un petit peu surveiller leur langage et faire attention à ce qu'ils disent en ce moment, en instrumentalisant quelque chose qui est quand même un peu au cœur de la République, les forces de l'ordre, la police, etc. C'est aussi notre protection à tous. Donc si ça, vous pensez à l'appel de Marine Le Pen aux policiers ? Je pense à tout le monde. Je pense aussi aux gens de droite qui d'un seul coup commencent à dire mais oui, bien sûr, alors qu'ils ont viré 12 000 personnes il y a 5 ans, etc. Donc je pense que tout le monde devrait... Il y a eu une phrase de Nicolas Sarkozy aujourd'hui ou hier qui était quand même très grave quand il a parlé de ce qui nous tient de ministre de l'Intérieur, le mépris vis-à-vis du ministre de l'Intérieur. C'est quand même lui qui a limogé ou qui a fait baisser les effectifs. Mais Nicolas Sarkozy a fait baisser les effectifs de la police de 13 000 postes. Le Parti Socialiste a remis 9 000 postes depuis. Ce que je dis, c'est que tout le monde devrait réfléchir, respirer. C'est quand même une république, c'est quand même une démocratie fragile. Les élections, c'est loin, c'est dans plusieurs mois. Il faut que ça tienne. Et là, on voit que ça craque quand même un peu de partout et tout le monde devrait faire un peu preuve de sang-froid. Et la deuxième chose, je pense que même les policiers, qui ont certainement le droit de trouver un moyen de s'exprimer dans le cadre légal, puisque là on n'est même plus dans le cadre légal, puisqu'on a dépassé le cadre légal, puisqu'ils ne sont pas censés manifester, donc on a un problème, mais trouvons peut-être des moyens pour qu'ils puissent s'exprimer. Mais même le discours qu'on entend, la justice est pourrie, ils lâchent les délinquants dans la rue, etc. Certes,
peut-être que la justice n'est pas au mieux On va de ce peut-être qu'elle peut expliquer être. pour les téléspectateurs que les c'est- policiers regrettent qu'en fait, après leur travail, ils Oui. ne soient pas informés des Non. suites judiciaires Et qui sont qu'on données laisse sortir, aux personnes en gros, interpellées. et qu'on on laisse problème sortir avec les les Qu'ils voyous, soient trop laxistes. qu'on laisse Il y a- sortir les voyous, que Il y ceci a un que problème avec les mineurs. C'est pas des voyous. Oui, c'est les pas. petits. C'est ça le problème. C'est les la mineurs, délinquance, petite et moyenne délinquance. C'est pas. Ils n'ont pas affaire à des braqueurs. C'est fini d'ailleurs le temps des braqueurs, ça va terminer, tant mieux. Mais là, c'est diffus, si vous voulez. Ils sont confrontés, comme la population parfois et souvent d'ailleurs, dans Oui, à la certaines petite- zones, à la petite délinquance qui pourrit la vie. C'est ça le problème et qui prend Et des puis, proportions graves. Et puis sur les banlieues, je veux dire, je pense que tout le monde devrait ouvrir les yeux. Il y a des zones de ces banlieues. C'était grave il y a 10 ans, c'était grave il y a 15 ans, c'est encore plus grave aujourd'hui. Ça va s'aggraver encore plus s'il n'y a pas une décision commune dans cette République de gérer le problème des banlieues, des cités. Quand tu parles de zones de non-droit ou de ce que les Américains appellent les no-go zones, etc., quand c'est gangréné par le trafic de drogue qui prend toute la place, les Américains ont connu ça. Je veux dire, ils ont connu des parts de leur urbanité qui échappaient complètement à la gestion. Et donc, bien sûr que ça prendra des proportions au moment où les types qui prospèrent sur le trafic deviendront suffisamment puissants pour... Oui, mais en plus, le message, on a vu qu'après cette affaire de cocktail Molotov, qui est pas quand même, qui est presque un acte de guerre. Oui. Hein. C'est pas anodin. Ils ont acte de voulu guerre. tuer on met les des cocktails policiers, Molotov sur brûler des les chars, si vous voulez. Hein. Donc, imaginez une C'est un acte de voiture guerre banalisée. sans armes classiques, quand même. Oui, mais l'acte de guerre, c'est Oui, la d'accord, cocktail mais- Molotov sur une voiture à essence. Oui, mais alors c'est très grave. quel mot tu emploieras le jour où on tirera sur des policiers? Mais je crois que c'est déjà Ce qui est déjà arrivé par le passé, d'ailleurs. Alors, donc, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que ça s'est reproduit depuis. Donc, le premier exemple de Châtillon, il y a eu depuis un ou deux exemples. Également, Qui est un grand classique aussi, cocktail Molotov. Et là, il l'élimination, faut faire attention parce que ces jeunes qui ont souvent la télévision et les films comme seul exemple et comme référence, là, ils ne voient peut-être pas l'importance, la gravité du geste. Et là, on voit qu'on part dans une spirale qui peut être grave. Les boules de pétanque, on tue quelqu'un avec les boules de pétanque. Donc, il faut faire attention. Là, ça dérape peut-être du côté de la police, parce qu'ils n'ont pas le droit de manifester, mais ça dérape de l'autre côté aussi. Sans être trop pessimiste, c'est quand même plein de signaux sur la fragilité de notre démocratie, de notre pays en ce moment. Et que ça craque comme ça sur des endroits où quand même on est dans le domaine du très symbolique aussi. Je pense que je disais tout à l'heure, la police c'est quand même un des remparts, c'est une des institutions pour le bien commun. Donc si ça se déglingue, où est-ce qu'on va voilà, donc je pense Malheureusement, ça n'est pas perçu comme ça par ceux qui les visent, justement. Non, mais La police est devenue une cible pour certains délinquants. Une des choses qu'on entend aussi dans la revendication des policiers, c'est le fait d'être les mal-aimés de la République. Et c'est assez étonnant, parce que quand même, souvenez-vous, au moment de Charlie, les manifestants qui applaudissaient les Et c'est ça, en l'espace de 16 mois, on est passé la police était devenue, il y avait cette policière qui avait été tuée, etc. Enfin, on était dans un moment un peu magique et un peu bizarre, d'ailleurs, dans notre histoire. Et là, on est passé de l'autre côté complètement, où de nouveau le flic est devenu la cible et le mal-aimé. Ce n'est pas que la République il n'y a pas eu de cocktail Molotov parce que la République. On va juste jeter un œil sur cette fatigue des policiers, le regard des dessinateurs. Oui, alors un premier dessin des gros, un dessin publié dans le quotidien Le Progrès Social. Donc voilà une solution. Hollande voudrait calmer les policiers. Et donc on voit Hollande On va le voir, voilà. Qui est en train de montrer une carte aux policiers. Des petites vacances sur la côte atlantique, ça vous dirait? À Notre-Dame-des-Landes, où ils vont être déployés pour permettre l'implantation de cet aéroport. Ça ressemble un peu au dessin de Mossoul, ça. avec 3 flèches, oui. C'est pas par où ils vont attaquer La zone à défendre, la ZAD de Et un autre Notre-Dame-des-Landes. dessin des l'Est, dessin publié dans l'Est républicain. Et là, on voit le président Hollande qui est en train de prendre son petit déj quand tout d'un coup, il y a un poulet qui vient l'interrompre. Et le petit chat qui lui dit « À force d'y lisser des plumes, les poulets sont des mauvais poils. » Mais ça va être long, hein. Ça va être long, cette crise des policiers. Jusqu'au mois de mai 2017, ça va être très très long. Mais c'est grave à un moment où la France est quand même en alerte attentat maximum de voir les policiers sur un autre front, finalement.
Oui, c'est inquiétant. Hein. Oui, c'est pas normal d'ailleurs. Enfin, il y a un chauffeur de taxi, je ne sais pas si c'est vrai, qui m'a dit depuis qu'on était en plan d'état d'urgence et que les policiers sont donc soumis à de nombreux stages d'état d'urgence, qu'il n'y avait plus de radar, qu'il n'y avait plus de contrôle radar, que du coup il y avait un aspect positif au fait que l'état d'urgence. J'ai trouvé ça intéressant que quelqu'un. Il y a de la délinquance prioritaire et de la délinquance finalement bénigne. C'est intéressant. Mais bon, en même temps, juste une anecdote, parce que je l'ai vécu. Je suis allé à Bruxelles et quand on va à Bruxelles, maintenant, c'est extrêmement contrôlé, gare du Nord, donc il y a les passages des valises, etc. On arrive à Bruxelles, c'est assez calme. Quand on part de Bruxelles, il ne se passe absolument rien. Je pense que n'importe qui pourrait rentrer dans un Thalys à Bruxelles sans qu'il y ait le moindre contrôle. Et quand on arrive à Paris, sur les quais, il y a plusieurs policiers qui sont visibles et qui sont là pour voir qui arrive, qu'est-ce qui se passe. Et moi, mais je pense que c'est vrai qu'ils sont soumis à toutes ces choses qui sont quand même des tâches extrêmement complexes. Oui. Alors, il y a quand même une petite dimension dont on n'a pas parlé, qui est ceux qui mettent de l'huile sur le feu, le Front National, même si le patron du Parti Socialiste a dit que c'était eux qui avaient tout organisé. Je pense que c'est pas vrai, mais ils sont quand même... il ne faut pas les oublier dans cette affaire. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir été avec nous. On va jeter tout de suite un œil sur les médias. C'est avec Mounia Kassem qui me rejoint. Et Mounia, on va revenir avec vous sur le dîner qui a eu lieu hier soir entre Donald Trump et Hillary Clinton après le troisième débat. Oui, vous avez parlé du troisième débat qui était très tendu. Eh bien, on va parler un peu de ces petits moments de trêve, même s'ils ne durent que quelques heures, voire quelques minutes, et même si certainement les sourires n'étaient que de façade. Je parle bien sûr du dîner Alfred E. Smith qui a eu lieu hier soir, rendez-vous incontournable du calendrier politique américain. Et on le voit, on va voir d'abord sur cette photo tweetée par notre consoeur Laurent Saïm, Hillary Clinton et Donald Trump semblent avoir passé un bon moment ensemble. Tant qu'ils sont séparés par l'archevêque de New York. Le cardinal exactement de New York, Timothy Dolan, pardon. Le principe... Donald, c'est l'autre. Voilà, c'est l'autre. C'est chacun prend la parole et c'est aussi manier l'autodérision. On va voir quelques-uns de ces petits moments où Hillary Clinton est tout sourire. Il faut dire qu'elle s'est prêtée au jeu de l'autodérision. Elle a notamment dit que normalement, elle prenait plus cher pour obtenir des discours. En tout cas... Petit clin d'œil au prix de ses prestations tarifées pour des conférences. Voilà, elle a notamment aussi ri aux blagues de Donald Trump qui a évoqué le copieux pompage du discours de Melania sur celui de Michelle Obama. En tout cas, il y en a une qui n'a pas beaucoup ri, on va le voir tout de suite, c'est forcément Melania. En tout cas, on dirait que Melania aimerait être ailleurs, écrit cet internaute, mais voilà. Donald n'a pas pu s'en empêcher. Vous l'imaginez bien, il a critiqué une Hillary corrompue et il s'est fait huer par l'audience du jamais vu en 70 ans, nous dit cet internaute. Autre moment qui a retenu l'attention, cette prière collective, ce moment de recueillement. Tout le monde incline sa tête légèrement. Tous, sauf le Donald. Imaginez ce qui se serait passé si Barack Obama avait fait cela, nous dit ce tweetos. C'est une petite référence à ce que vous disiez tout à l'heure, Ziad, sur le fait que ce soit un musulman caché. Voilà. On passe à un autre sujet ? S'il vous plaît, avec sérieux, le Burundi. Après le Burundi, l'Afrique du Sud qui veut désormais quitter la Cour pénale internationale. Et oui, raison invoquée par les autorités sud-africaines. Eh bien, la CPI, je cite, entrave l'aptitude de l'Afrique du Sud à honorer ses obligations en matière d'immunité diplomatique. Référence au passage d'Omar El-Béchir dans le pays qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI, mais Pretoria avait refusé tout simplement de l'arrêter. Pour beaucoup, en fait, la CPI s'acharne sur l'Afrique. Il faut dire que sur les 10 enquêtes en cours, 9 concernent le continent. On va jeter un petit peu un œil sur les réactions qu'il y a eu sur Twitter, notamment d'Anna Raj qui dit ce retrait, cette décision marque un triste jour pour les droits de l'homme. Et puis Pierre Aski, vous aussi, vous avez réagi. J'ai repéré votre petit tweet. Il s'agit, selon vous, d'un détricotage, d'une grande avancée sur la justice internationale.
Selon vous, l'Afrique du Sud sera suivie par d'autres pays africains. Et justement, c'est ce que dit aussi Willy Nyamitwe, c'est un proche conseiller du président burundais Pierre Nkurunziza, porte-parole de la présidence. Le Burundi qui a, je vous le rappelle, été le premier pays à décider de rompre le statut de Rome. Eh bien, selon lui, l'Ouganda devrait suivre. C'est ce qu'aurait promis le président Museveni il y a quelques mois. Il avait d'ailleurs qualifié la CPI, je cite, de corps inutile. Alors, je ne sais pas si vous craignez également cet effet de contagion à d'autres pays du continent. C'est sûr qu'il y a une sensation anti-CPI qui est très fréquente en Afrique à cause de cette perception. 8 pays sur 9, ça c'est un. 2, il y a un certain nombre de chefs d'État qui n'ont pas du tout envie d'être sous juridiction CPI et qui sont en poste, ou qui, voilà, donc ça crée, je veux dire. Et 3e point, c'est que même si c'est peut-être excessif, la CPI, la Géorgie c'est sympa, mais je pense que dans le monde occidental, en Asie, etc., il y a sûrement des choses qui mériteraient un regard de la CPI. Et le fait qu'il y ait très peu d'enquêtes ou même de début d'enquête sur des choses qui ont heurté en Afrique, sur des événements internationaux qui ont heurté, le fait qu'il y ait absolument peu de choses, ça renforce ce sentiment. Mais je suis assez d'accord avec Pierre, c'est pas un bon système, mais comme disait Winston Churchill, on n'a pas fait pour le moment, on n'a pas trouvé mieux. Et on a besoin de la CPI. Après... C'est le mot de la fin. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Restez sur France 24 si vous voulez plus d'actualités internationales. Tout de suite, c'est Pierrick Laurent pour un nouveau journal.